Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de témoignage. Voilà, alors je me présente. Moi c'est Florent, donc j'habite Marseille, j'ai 24 ans. Alors tout d'abord, j'aimerais commencer par mon enfance, parce que je pense que c'est important. J'ai grandi en fait avec mon père notamment, qui était donc ancien gendarme. Et donc j'ai grandi vraiment dans un cadre familial assez militaire, je veux dire, assez carré, assez droit. Mais mon père était alcoolique. Et donc finalement, au tout début, dans mon enfance, tout allait bien. Tout était en fait, on va dire comme dans un conte de fées, si je puis dire, pour reprendre cette expression-là. Et peu à peu, vraiment, les problèmes ont commencé à arriver. Alors je m'explique, mon père, comme je vous l'ai dit, était alcoolique et il a commencé à me battre en fait. Donc en fait, c'est son problème d'alcool qui lui donnait des excès de colère. Et moi, mes frères, on subissait en fait les conséquences de son addiction. Et c'était très difficile pour moi, en tout cas en tant qu'enfant, vraiment de pouvoir me construire et de pouvoir grandir dans un tel climat en fait. Un climat finalement de peur constante. Et je me sentais vraiment rejeté et j'étais très malheureux. Et vraiment, je ne trouvais pas ma place en fait, au sein de ma famille. Pour moi, j'étais vraiment perdu. Et suite à ça, il y a eu des signalements qui ont été faits au niveau social. Donc, vivant avec mon père, j'ai été dans des foyers aussi, étant enfant. Et là, dans les foyers, c'était encore vraiment très difficile parce qu'on se retrouve forcément seul, sans parents. Et finalement, on est face à notre solitude en fait. On est dans une solitude profonde et on est dans l'incompréhension totale. Alors on m'a enlevé de mon père en fait pour me mettre en sécurité et je me retrouve dans un lieu où finalement c'est encore un climat de peur, un climat vraiment de solitude où finalement les éducateurs pour la plupart n'aiment même pas vraiment leur métier. Ils font simplement ça, c'est un métier alimentaire si je puis dire pour eux. Et là je me trouve encore rejeté. Je suis dans un rejet profond. Et seulement, je suis vraiment meurtri au plus profond de moi. Et je ne comprends pas en fait pourquoi je souffre autant en fait. Pourquoi j'ai pas un père et une mère comme tout le monde qui m'aiment en fait, simplement. Et là oui, je me trouve vraiment seul. Et mon père qui était toujours vraiment à vouloir me donner la meilleure éducation entre guillemets, à me dire voilà tu es un Arnaud quoi et du coup les Arnauds ce sont des fonceurs, ce sont pas des tapettes entre guillemets pour reprendre ces termes et donc en fait je ne pouvais jamais montrer mes sentiments. C'était qu'une facette, c'est-à-dire que devant les amis de mon père etc. je devais sourire, tout ça c'était une facette, c'était pas réellement moi en fait. C'était vraiment un masque, je portais un masque et pendant toute mon enfance j'ai grandi vraiment avec ce masque en fait. J'étais pas moi-même en fait, j'étais vraiment malheureux, incompris, rejeté et suite à quoi en fait, après que j'ai traversé toutes ces épreuves difficiles avec mon père, les foyers, les maltraitances, le fait qu'il m'a frappé à plusieurs reprises, mon père est décédé en fait à l'âge de mes 9 ans et demi. Et là, pour moi, à l'âge de mes 9 ans et demi, peut-être sans vouloir être orgueilleux, mais à l'âge de mes 9 ans et demi, je me retrouvais à assumer en fait le foyer familial. C'est-à-dire que je travaillais en fait à la fête foraine, à Marseille, au J4 exactement, et pour subvenir en fait aux besoins de ma famille. Étant donné que mon père était décédé, ma mère qui avait des très faibles revenus, elle avait du mal en fait à joindre les deux bouts et donc du coup moi, on va dire de par l'éducation que mon père m'avait donnée, tout ça, je me devais en fait je portais pour moi cette responsabilité. À ce moment précis, quand mon père est décédé, je suis devenu en fait entre guillemets l'homme de la maison quoi. Et j'ai voulu donc vraiment assumer aussi aider ma famille. Vraiment, j'avais vraiment ça à cœur. Parce que malgré tout, peu importe ce qui m'était arrivé, les épreuves par lesquelles j'étais passé, j'aimais et j'aime toujours d'ailleurs ma famille. Et aussi, j'ai été livré pendant cette même période à faire la manche dans les rues de Marseille. Donc ça a été extrêmement difficile. Je ne sais pas si vous imaginez un enfant, j'avais 10 ans,
livré dans les rues de Marseille, tout seul. Donc c'était vraiment très difficile pour moi, le regard d'autrui, le regard vraiment que les gens posaient sur moi et surtout j'avais l'impression d'être un déchet de la société. Je crois qu'il n'y a pas de meilleur mot pour qualifier ce que je ressentais là, à ce moment précis. Vraiment un déchet de la société. Et pour moi, je me disais, mais vivement que j'ai 18 ans, quoi, vivement que je sorte de tout ça et que je puisse mener ma vie. Mais d'un autre côté, vraiment, je ne regrette pas tout ce que j'ai fait parce que j'avais à cœur réellement d'aider ma famille. Ça m'a permis aussi de pouvoir subvenir aux besoins de ma famille, pour acheter à manger, vraiment pour des choses essentielles en fait, de la vie dont on avait besoin en fait, au quotidien, simplement. Ouais. Et c'était très difficile avec ma mère parce que ma mère, elle a fait du mieux qu'elle a pu. Vraiment, elle a fait du mieux qu'elle a pu, mais peut-être pas de la meilleure des façons. Et on va dire qu'elle a eu du mal vraiment à nous élever et à nous donner un cadre aussi et surtout à nous donner l'amour en fait, qu'il fallait pour que je puisse vraiment m'épanouir pleinement en fait. Donc en fait, je n'avais pas reçu l'amour de mon père, où c'était pour moi un amour, je dirais, impossible. Et ma mère, bien qu'elle a fait comme elle a pu, non pas qu'elle ne nous aimait pas, mais qu'elle ne savait pas nous aimer en fait. Et je crois qu'en fait, un enfant, ce qu'il recherche, et ce que moi je recherchais, c'était un amour sincère, un amour réel, quoi. Et un amour finalement que je n'avais pas reçu, ni de la part de mon père, ni de la part de ma mère, en fait. Et j'avais vraiment un manque, en fait, j'avais un vide. J'étais vraiment incompris et j'étais seul, j'étais perdu. Et donc avec ma mère, forcément, étant donné qu'elle avait des problèmes aussi de son côté financier et autres, on a eu encore d'autres signalements sociaux au collège. Le fait que je travaillais à la fête foraine, le fait aussi que je faisais la manche, donc je loupais l'école, donc je ne pouvais pas être disponible en fait pour assister aux cours, tout ça. Donc il y a eu un nouveau signalement. Et en fait, il y a encore eu justement les services sociaux, donc les assistantes sociales qui sont venus à la maison et qui ont commencé à faire un signalement au juge et qu'ils ont voulu rapidement justement nous mettre encore en foyer. Et pour moi, c'était encore vraiment une tristesse profonde, quoi, parce que on essayait du mieux qu'on pouvait de s'en sortir en fait, parce que malgré tout, on était unis. Et je crois qu'une famille, ça doit être uni. On n'était peut-être pas unis de la meilleure des façons, mais il y avait quand même cette unité-là. Et on ne voulait pas en tout cas aller au foyer, quoi. Moi personnellement, j'avais aussi dans cette même époque ma petite sœur qui avait 6 ans, qui s'appelle Maëlys. Et c'était très difficile pour elle en fait de vivre aussi tout ça. Moi j'avais 12 ans donc à cette époque-là, et ma petite sœur elle avait 6 ans. Et donc les assistantes sociales qui venaient à la maison, où on avait cette pression permanente, et jusqu'à qu'un juge en fait a décidé de nous placer en fait, encore une fois. Donc là c'est la brigade des mineurs en fait qui est venue nous récupérer, et ça m'a marqué moi en tant qu'enfant bien entendu. La brigade des mineurs est venue nous récupérer chez notre tante, moi, ma sœur et mes frères, mes grands frères donc notamment. Et ils nous ont emmenés dans un foyer d'urgence qui s'appelle Foyer Frédéric Corsi à Aix-en-Provence. Et là, en fait, dans ce foyer, encore une fois, j'étais perdu. Ma petite sœur était perdue, mon frère était perdu. Un autre de mes frères qu'ils avaient envoyé dans un autre foyer, dans un foyer de délinquants, plus précisément. Et dans ce foyer, il y avait des groupes et on était séparés encore une fois. Encore une fois, j'étais séparé de ma sœur, de ma petite sœur. Et on n'avait le droit que de se voir à travers un grillage en fait. Et ça m'a marqué en fait. Parce que c'était comme des groupes et on pouvait se voir qu'à travers un grillage. Et puis un jour, je me trouve face à ma sœur en fait, du haut de mes 12 ans, mais avec la maturité quand même que j'avais pour un enfant de cet âge-là. Et je vois ma sœur en fait qui pleure en fait. Et ma sœur elle pleure parce qu'elle est sans ma mère, elle est sans repère. Et là dans mon cœur, je prends une décision et je me dis tout ce que j'ai vécu moi dans les foyers, je ne veux pas qu'elle le vive, quoi. Je veux absolument pas qu'elle le vive. Et je dis alors, dans ma tête, j'étais vraiment conscient qu'on allait en fait s'échapper en fait du foyer en fait. J'étais vraiment conscient à ce moment précis qu'on allait fuguer du foyer en fait. Et alors avec ma mère, on a organisé notre fuite en fait. Et puis un jour, on a entamé une grève de la faim.
Et pour cette grève de la faim, en fait, on demandait d'être tous réunis dans la même pièce, en fait, de partager un repas. Et que tant qu'en fait on n'était pas réunis dans la même pièce, on allait maintenir en fait cette grève de la faim. Donc je ne sais pas un peu si vous imaginez la chose, où vraiment on était simplement des enfants, quoi, et on avait entamé dans le foyer cette grève de la faim pour que les éducateurs puissent céder et qu'ils puissent simplement nous réunir, en fait. Et puis en fait on a entre guillemets gagné. On a gagné et on a été réunis autour d'un repas, en fait. Et autour de ce repas-là, donc il y avait mon frère, il y avait mon frère José, mon frère Raymond, ma sœur Maëlys. Et là on a décidé de s'enfuir. Et là ça a été encore un moment très difficile parce qu'on était content d'être réunis, vraiment heureux d'être réunis. Mais on a été recherché en fait par les services de police parce que du coup le juge il a émis un mandat contre ma mère, en fait, parce qu'en fait on avait fugué. Et qu'elle nous avait récupérés et qu'elle était donc du coup dans l'illégalité. Donc en fait on avait retrouvé notre mère, on était dans un climat de peur constant, la peur du gendarme, la peur du policier. Et pendant un an en fait on a vécu dans la rue, en fait. On vivait au Jail à Marignane plus précisément, sur la plage. Et là ça a été très très difficile, que ce soit l'été où justement il faisait très chaud, ou que ce soit l'hiver où il faisait très froid. On avait vraiment vécu tous les éléments, si je peux dire. On a été confrontés vraiment en fait à la dureté de la vie, si je peux dire. Vraiment à la dureté de la vie. On était seuls. On était vraiment seuls dans cette épreuve et ça a été très difficile pendant un an justement de supporter tout cela. Pour moi, ça a créé vraiment des souffrances encore en moi et encore des douleurs, si je puis dire. Et suite à ça, un an après qu'on a fugué de ce foyer et un an après que nous avons vécu la recherche, nous avons été arrêtés lors d'un contrôle routier par les services de police en Auvergne, plus précisément à Mende. Et là, en fait, ça a été encore vraiment l'hécatombe, si je puis dire. La police nous a arrêtés et nous a mis dans un foyer d'urgence à Mende. Et dans ce foyer d'urgence, il y avait des détecteurs de mouvement, il y avait des caméras dans les couloirs. C'était pour moi, pour nous, c'était une prison, en fait. Vraiment, on est arrivé dans un lieu qui était une prison. Et là, pour nous, c'était encore vraiment un terrible rejet, souffrance, un sentiment d'incompréhension, en fait. Il n'y a pas d'autre mot, on était incompris. Et les services sociaux, donc l'assistance sociale, sur ordre du juge, est venu nous récupérer pour nous amener encore dans un autre foyer, mais cette fois-ci sur Marseille, où ils nous ont dit « vous inquiétez pas, vous allez être réunis dans le même foyer ». En fait, c'était un mensonge. Ils nous ont simplement séparés. Moi, ils m'ont mis dans un foyer, ma sœur dans un autre foyer, qu'elle avait que 7 ans, et mon frère dans un autre foyer aussi. Et là, en fait, on était seuls. Moi, j'étais seul, livré à moi-même dans ce foyer-là, où j'ai été confronté vraiment avec des éducateurs qui étaient remplis de méchanceté, qui n'avaient pas à cœur leur mission, en fait, la protection des enfants. C'est pas ce que j'ai vu, en fait, dans les foyers réellement. Et finalement, j'avais du mal encore à me construire et à trouver ma place dans tout ça. Pour moi, c'était toute cette souffrance, le fait que mon père m'avait battu, le fait qu'il était alcoolique, le fait que ma mère, elle n'avait pas réussi finalement, c'était un échec parce que ma mère, elle n'avait pas réussi, malgré qu'elle a fait comme ce qu'elle a pu, elle n'avait pas réussi à nous donner l'éducation qu'elle voulait ou à nous donner du moins le cadre qu'elle voulait. Et donc du coup, un jour, mon frère a décidé de faire, mon frère José, de faire une tentative de suicide pour que la garde puisse nous être rendue à notre mère, en fait. Et le juge a cédé. Donc nous sommes de nouveau allés vivre avec notre mère quelques mois après. Et là, c'était encore très très difficile parce qu'avec ma mère, elle n'a pas su, encore une fois, vraiment nous apporter cet amour, vraiment ce qu'un enfant peut espérer, en fait. Et je n'avais pas trouvé mon identité, en fait. Je n'ai pas réussi à me construire à travers tout ça, en fait. Au point qu'arrivé en fait à mes 16 ans, il y a plein de symptômes qui ont commencé en fait à apparaître. Donc je m'explique, j'avais en fait des douleurs au ventre, des maux de ventre quotidiens, permanents, des envies fréquentes en fait d'aller aux toilettes, ça se manifestait comme ça. Et moi au départ, je pensais que j'avais un problème biologique entre guillemets. Et donc j'ai entamé des examens. Et en fait les examens ne trouvaient rien. À chaque fois, les médecins me disaient mais non jeune homme, vous n'avez rien en fait sur le plan biologique, vous n'avez rien.
d'examen en examen, de mes 16 ans jusqu'à peut-être mes 18 ans, j'ai fait de nombreux examens, mais rien n'était trouvé, rien n'était décelé. Jusqu'à qu'un jour on me dise mais jeune homme, en fait, vous souffrez de stress post-traumatique. En fait, toutes les souffrances que vous avez vécues, le fait que vous ayez fait maltraiter, que vous êtes fait maltraiter par votre père, ça se manifeste aujourd'hui par un stress post-traumatique et c'est pour cela que vous avez ces symptômes. Et au final moi, qui me disais qu'à mes 18 ans, j'allais être libre en fait, que j'allais pouvoir construire ma vie, en réalité non. C'est-à-dire que j'étais prisonnier en fait. J'étais esclave en fait, esclave de ce passé qui était toujours là, qui était toujours présent dans ma vie et qui ne voulait pas partir en fait. J'étais lié en fait à ce passé et je n'arrivais pas donc à travailler parce que à l'âge de mes 18 ans donc tout ce stress m'handicapait dans la vie de tous les jours. Je ne sais pas si vous vous imaginez par exemple avoir un travail, simplement d'être présent pour son travail, d'être debout, etc. Moi, je travaillais dans la sécurité et j'avais tout de suite ces maux de ventre. J'étais pris par ces maux de ventre, par ces envies fréquentes d'aller aux toilettes. Et donc, à plusieurs reprises, je me suis vu donc démissionner de mes postes parce que j'étais en fait handicapé, réellement. Alors, ce n'était pas un handicap entre guillemets physique, mais c'était un handicap psychique qui se reflétait sur le physique, en fait, au travers ces symptômes-là. Et donc pour moi, je n'avais plus de solution en fait. Peu à peu, je suis rentré dans une profonde dépression. Je n'avais aucun moyen, pour moi, il n'y avait aucune clé, il n'y avait aucune porte de sortie. Plus j'essayais de trouver une porte de sortie, plus en fait les portes se fermaient. Donc j'étais dépressif. Et de cette dépression, ça m'a amené à rencontrer en fait de nombreux psychologues, de nombreux psychiatres aussi, et qui finalement n'avaient pas forcément de réponse à me donner. Ils me disaient simplement, on va vous donner un traitement pour essayer d'aller mieux en fait, pour traiter en fait les symptômes en fait. Et donc j'ai été sous antidépresseurs, sous anxiolytiques aussi. Notamment, je vous cite le nom des médicaments, je prenais du Zéroplex ou comme anxiolytique le Lixantia en fait, qui est un anxiolytique assez puissant pour justement canaliser en fait ces angoisses, ces symptômes. Mais ça ne faisait rien en fait. Pour moi, ça m'a rien apporté. C'était encore la souffrance était toujours là, les douleurs étaient toujours là, le rejet était toujours là. Je suis passé aussi dans des missions locales et là j'étais encore incompris, où on m'a rejeté dans les missions locales, où j'avais voulu faire la garantie jeune, on m'a rejeté par rapport à ces symptômes, où on me disait jeune homme, désolé, vous ne pouvez pas prétendre à tel ou tel dispositif parce que vous êtes malade en fait. Et en fait, on me disait que j'étais malade, j'étais rejeté. Donc non seulement que j'avais toute cette souffrance, non seulement en fait que j'étais handicapé, psychique si je puis dire, et finalement toutes les portes m'étaient encore fermées. Les portes, on me les fermait. Et puis cette dépression m'a amené à avoir des profondes envies de suicide. Donc j'étais vraiment rempli d'idées noires en fait. J'avais vraiment des envies profondes de me suicider parce que pour moi en fait le monde que le père m'avait entre guillemets vendu, où mon père me disait dans mon enfance Florent, tu sais dans la vie il faut être droit, Florent tu sais dans la vie il faut avoir des valeurs en fait. Mais moi je ne retrouvais pas ces valeurs en fait dans le monde en fait. Je me disais mais c'est fou, ce monde en fait il est individuel en fait. Les gens en fait ils vivent pour eux. Et moi je ne retrouvais pas les valeurs que mon père me disait. Je ne retrouvais pas finalement l'amour que je cherchais. Et je crois un amour que tout le monde veut espérer. Je crois que moi mon plus grand souhait à ce moment-là, c'était simplement d'être aimé. Et j'étais pas aimé, j'étais simplement rejeté. Et je m'aimais pas moi-même. Et je crois que quand on s'aime plus, justement, on n'aime plus aussi les autres. Forcément, ça va de soi. Et donc un jour, je prends une décision en fait. Et je dis, la souffrance est telle que je ne peux plus en fait la vivre. Pour moi, c'était tellement dur que je ne voulais plus la supporter. Et il y avait une seule porte qui était ouverte à ce moment précis dans ma vie, c'était le suicide. Je me disais peut-être réellement si j'en finis aujourd'hui, si aujourd'hui je me suicide, la douleur elle sera plus là. Cette douleur qui est incomprise, que personne ne veut comprendre, je vais simplement me suicider et alors là,
pour moi, j'aurais la plus grande des libertés parce que je ne souffrirais plus. En tout cas, c'est vraiment ce que j'étais persuadé de cela à ce moment précis. Et un soir, je prends des médicaments. Pour moi, c'était vraiment peut-être un cri au secours. Alors, je ne sais pas comment on peut voir ça, mais c'était vraiment un cri de désespoir. Et je prends ces médicaments et là, en fait, je me sens pas bien, en fait. Et donc, je décide d'appeler les pompiers. Et ce soir-là, les pompiers viennent me récupérer, en fait, à mon domicile. Et ils m'amènent donc aux urgences à l'hôpital. Et là, ils me mettent dans un fauteuil. Et ils me disent, voilà, un médecin va venir vous voir, etc. Et je tenais même plus debout, parce qu'en fait, j'avais tellement pris de médicaments que je tenais même plus debout. C'est pour ça, en fait, qu'ils m'avaient mis sur un fauteuil. Et puis, ils me mettent dans ce fauteuil-là, et ils me mettent dans un couloir. Et alors là, toute la nuit, je suis resté sur ce fauteuil, toute la nuit. Et pour moi, j'étais dans une tristesse, mais totale. Un rejet total. Je me disais, mais je suis dans un hôpital, il y a des médecins, je me disais, mais il y a bien quelqu'un qui va venir à mon secours. Je le crois, parce que il y avait encore un espoir je voulais croire au plus profond de moi, encore à l'amour. Je voulais croire qu'il y avait encore une personne qui allait vraiment venir à mon secours et qui allait entendre ma douleur. Ne serait-ce que l'entendre, peut-être pas la comprendre, mais l'entendre. En fait, je me suis trompé. À ce moment-là, je suis seul, en fait. Sur ce fauteuil, je suis seul. Et je me dis, pour moi, en fait, à ce moment-là, il n'y a plus d'espoir. Parce qu'au petit matin, il y a un médecin qui vient me voir et il me dit, voilà, jeune homme, vous avez fait hier soir une bêtise. Mais je crois que c'était juste passager. Hein. Donc, je crois que vous n'allez pas recommencer. Donc, simplement, rentrez chez vous. Hein, et vous inquiétez pas, ça ira mieux. Et en fait, donc, là, je suis encore rejeté. Parce que je pensais que les médecins, ils allaient réellement m'aider, mais pas du tout. C'est encore le rejet. Et donc, au petit matin, ça devait être 6h30 du matin, je quitte donc l'hôpital. Mais je vais tellement mal quand je sors de l'hôpital qu'il y a vraiment comme une voix intérieure qui me dit ne rentre pas chez toi. Je dis mais pourquoi Florent, tu vas rentrer chez toi? Parce que de toute façon, tu vas être seul avec toi-même, tu vas être seul face à ta solitude, tu vas être seul face au désespoir. Tu vas être seul face à ta souffrance, tu vas être seul finalement, tu vas être dans ta bulle, dans l'incompréhension totale. Et pour moi, à ce moment précis, je ne pouvais pas rentrer chez moi. Et donc, à ce moment précis, en fait, je décide de errer en fait, dans la ville de Marseille. Et jusqu'au soir, en fait. Jusqu'au soir où je vois, en fait, à un moment précis, des jeunes. Et ces jeunes, ils avaient un t-shirt en fait. Et sur ce t-shirt, pardon, il était écrit « Cette vie est belle ». Et moi, sur le coup, ça m'interpelle et en fait, je me moque de ces jeunes et je me dis « Mais c'est pas possible. Cette vie, elle ne peut pas être belle. Cette vie, elle est faite que de malheur. Cette vie, elle est faite que de souffrance. » Je ne comprenais pas pourquoi ces jeunes, ils pouvaient déclarer que cette vie était belle. Mais ça m'a malgré tout interpellé et j'ai décidé de rester et de voir en fait ce qu'ils faisaient. Et ces jeunes qui étaient venus en fait des quatre coins de l'Europe, de la Suisse, de l'Allemagne, ils étaient là en fait pour montrer que la vie était belle. Mais cette vie faisait allusion à une vie bien précise en fait. Et donc ces jeunes sont venus me voir et ils ont commencé en fait à me partager leurs témoignages. Ils ont commencé à me partager les étapes, les épreuves par lesquelles ils étaient passés dans leur vie, mais d'une manière simple, vraiment sans pudeur. Et alors ils ont commencé à me parler, non pas d'une doctrine, mais ils m'ont parlé de ce qu'une personne avait fait dans leur vie. Ils m'ont parlé en fait, ces jeunes me disaient qu'ils avaient rencontré Dieu dans leur vie. Et moi je me disais à cet instant précis, ah bon, c'est possible de rencontrer Dieu? En fait je n'y croyais pas du tout. Mais ces personnes, ces jeunes, ils étaient tellement vraiment dans la joie et ils dégageaient tellement un amour fou et une paix que je me disais, faut quand même qu'ils méritent d'être entendus en tout cas. Et donc du coup, tous les soirs en fait, je suis revenu au Vieux-Port à Marseille. Donc c'était pendant un camp en fait. Hein. Donc ces jeunes assistaient à un camp où ils venaient en fait apporter simplement transmettre, témoigner de l'amour qu'ils avaient reçu de Dieu. Et chaque soir en fait, ces jeunes-là sont venus me livrer leurs témoignages. Et c'était fou de voir en fait comment ils se livraient en fait, ils se donnaient à moi en fait gratuitement.
Et ça m'a quand même touché. Et puis le troisième soir, en fait, il y a une personne qui vient me voir et qui me dit, voilà Florent, j'ai entendu parler de toi. On m'a dit que tu traversais des moments extrêmement difficiles dans ta vie. Moi, je ne suis pas médecin, je suis rien du tout. Je suis un simple outil de Dieu, un serviteur de Dieu. Mais je crois aujourd'hui que Dieu peut se manifester dans ta vie. Je ne suis pas médecin, mais je te propose de prier pour toi, afin que peut-être ton âme puisse être réellement guérie, en fait. Et moi, à ce moment-là, j'avais que deux choix, en fait, qui s'offraient à moi. Pour être honnête avec vous, j'avais ou soit le choix d'accepter que ce monsieur prie pour moi, ou soit j'avais cette décision dans mon cœur, en tout cas, de rentrer chez moi et de me suicider. Mais que de cette fois-ci, de faire les choses correctement, quoi. Et finalement, j'avais rien à perdre, donc. Et je dis, écoutez, priez pour moi. Et donc, ce monsieur impose les mains sur moi, et il se met à prier. Et à ce moment même où il se met à prier pour moi, je sens vraiment un amour fou m'envelopper, de la tête aux pieds. Un amour divin, un amour que je ne peux pas expliquer avec des mots. Et là, je suis certaine de rencontrer Dieu à ce moment précis. C'est-à-dire que finalement, tout l'amour que je n'avais pas pu trouver par des hommes, l'amour que je n'avais pas pu trouver dans du matériel, l'amour qu'on n'avait pas su me donner, Dieu à ce moment précis me le donnait. À ce moment même, ce monsieur me dit, Florent, veux-tu accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur? Et j'étais tellement convaincu de cette rencontre, j'étais tellement convaincu que je venais de rencontrer Christ à ce moment précis, que je n'ai pas hésité une seule seconde. Et j'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai donné ma vie réellement à Dieu. Et dans le même instant, c'est comme si ce poids, c'est comme si ce vide a été comblé. Vraiment, ce que je recherchais, cet amour, a été comblé. Dieu est venu vraiment me combler et m'envahir de son amour, m'envahir de sa paix. Et je peux vous dire qu'en 1 minute, en quelques secondes, je m'aimais. Et non seulement que je m'aimais, c'est que j'arrivais à aimer l'humanité tout entière, mais plus que ça, je pardonnais au même instant tous ceux qui m'avaient fait du mal. Et pour moi, ce n'était pas qu'une rencontre humaine, mais c'était une rencontre divine. À ce moment-là, j'étais convaincu d'avoir rencontré Dieu réellement. Et ma vie derrière ça a été vraiment bénie, si je peux dire. J'ai vécu de nombreux miracles. J'ai été apaisé. Là où il y avait la souffrance, Dieu il est venu ramener la paix. Là où il y avait la destruction dans ma famille, Dieu il est venu ramener l'amour. Au point même que, à l'heure où je vous parle, ma sœur elle a donné sa vie aussi en Christ. Ma mère elle a donné sa vie à Christ aussi. Et on a maintenant des liens, on va dire, des liens plus sereins, des liens plus établis dans l'amour. Et ça c'était juste incroyable. Que toute cette souffrance que j'avais vécue, que ce ne sont pas des médicaments qui ont pu m'aider, ce ne sont pas des psychologues, ce ne sont pas des psychiatres. J'ai vraiment envie aussi de dire que le soir même, en fait, je rentre chez moi et je vous ai expliqué que j'étais justement sous antidépresseurs et sous anxiolytiques. Le soir même, je prends tous ces médicaments et je suis libéré. Je prends ces médicaments et je les jette dans la poubelle. Waouh! Et ce n'est pas un psychologue, ce n'est pas un psychiatre, ce ne sont pas des médicaments, ce n'est pas une thérapie qui m'a sorti en fait de cette souffrance, qui est venu me délivrer de cela, mais c'est Dieu lui-même qui est venu réellement habiter en moi à ce moment précis, qui est venu ramener la paix, qui m'a inondé de son amour. Et à partir de là, vraiment ma vie a complètement changé en fait. J'ai vraiment reçu mon identité en fait en Christ. Suite à ça, j'ai pris la décision de me faire baptiser. De changer de vie en fait. Je peux simplement témoigner réellement que c'est la plus belle et la plus grande décision que j'ai prise dans ma vie, que de suivre Christ. Pour moi, ça a changé ma vie, ça a changé aussi la vie de ma famille, et ça c'est juste incroyable. De voir comment Dieu est venu dans ma vie, comment Dieu est venu restaurer, comment Dieu est venu guérir. J'ai vraiment pas de mots pour expliquer cela. Et peut-être alors que vous regardez aussi cette vidéo aujourd'hui, vous tombez sur mon témoignage
et vous-même, en fait, vous traversez des épreuves dans votre vie, vous traversez des moments de difficulté, où il y a peut-être des fardeaux. Et moi, je peux simplement souhaiter aux personnes qui écoutent mon témoignage d'ouvrir leur cœur vers Dieu, en fait. De simplement d'ouvrir leur cœur et de ne pas endurcir leur cœur et simplement de croire que l'espérance est toujours là. De croire que là où peut-être l'ennemi est venu leur dire que tout était impossible dans leur vie, moi je crois que tout est possible à celui qui croit. Et je crois que ce que Dieu a fait dans ma vie, il peut le faire dans la vie de tout un chacun, en fait. Dans la vie de monsieur tout le monde, en fait. Moi, entre guillemets, je dis que c'était l'amour que j'ai reçu, c'était un amour immérité. Qui étais-je pour recevoir cet amour, en fait? Donc peut-être il y a des personnes qui vont regarder cette vidéo et ils vont se dire mais moi je ne mérite pas. J'ai simplement envie de leur dire que moi je ne méritais pas non plus. Et j'ai simplement à cœur de témoigner de cela, de dire que finalement la souffrance, le rejet, ce n'est pas une fatalité. Et je crois que Dieu a vraiment des projets de paix, des projets remplis d'espérance pour l'humanité tout entière. Ce n'était pas simplement pour moi. Ce que Dieu a fait dans ma vie, je crois qu'il peut le faire à tout le monde. Et je crois que simplement, en fait, Dieu, il attend simplement un acte de foi, en fait. Il attend simplement qu'on fasse un pas vers lui. Et je crois que ce soir-là, en fait, j'ai fait un pas vers Dieu. Ce soir-là, j'ai pas endurci mon cœur et j'ai dit, Seigneur, si tu existes, révèle-toi à moi. Seigneur, si tu existes, révèle-toi. Et c'est ce que Dieu a fait.